Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Touchard sur HK6 Télévision. Nous avons un immense plaisir de vous présenter ce tout nouveau numéro de cette émission, bien évidemment Touchard sur HK6 Télévision. Cette émission qui vous amène dans le monde des arts. Nous sommes là, question d'exploiter les arts sur toutes ces dimensions tout à fait fondamentales. Merci à vous de la fidélité que vous ne cessez de conjuguer à l'égard de ces télévisions au-delà de l'imagination HK6 et singulièrement à cette émission Touchard, et bienvenue à tous. Alors, pour ce numéro, nous sommes dans l'art, mesdames, messieurs, de la photographie. Ça fait partie aussi des arts, étant donné que c'est un ensemble de méthodes et techniques qu'on essaie d'appliquer ici dans la réalisation des images ou des clichés. On va donc essayer de parler de cette discipline artistique et vous poser des questions à la maison. Qui est l'invité de cette émission Touchard de ce soir? Eh bien, l'invité, c'est tout simplement l'artiste photographe Georges Nsenga. Alors, nous allons parler de lui dans cette émission, sa vie, mais également son cursus artistique inouï, inédit, exceptionnel. C'est dans cet élément. Suivez. Georges Nsenga, c'est un enfant de Lubumbashi, né et grandi ici à Lubumbashi, et un photographe qui a commencé sa carrière photographique en 2008 avec l'atelier organisé par Picha, mais ce n'était pas encore le centre d'art Picha, mais la première édition de la Biennale de Lubumbashi, avec comme commissaire Marie-Françoise Plissard, photographe belge à l'époque. Et donc avant cela, Georges Nsenga était aussi étudiant à l'université de Lubumbashi, à la faculté de lettres, langue et affaires, mais il était aussi intéressé à l'art parce qu'il avait beaucoup d'amis autour de lui qui faisaient l'art, la musique, la peinture, la sculpture et tout ce qui se passe à Lubumbashi. Moi, en ce qui me concerne sur le plan plus personnel, la photographie est un moyen qui me permet de dire ce que je pense à travers plusieurs thématiques que j'essaie de questionner. Ça a commencé par le Congo, mais puis après j'ai commencé à réfléchir à ce qui se passe ailleurs. Donc ce qui veut dire que dans ma démarche artistique, je suis plus intéressé à la mémoire, l'héritage et l'identité. Bon, je m'inspire premièrement avec ma ville et je pense sur 3 de mes projets, je me suis inspiré de mon environnement. C'était la commune de la Katouba où j'ai grandi, où j'ai passé un certain moment de ma vie. Et je suis allé revisiter cette commune pour essayer de comprendre un peu mon enfance, qu'est-ce qui m'entourait et qu'est-ce qui était vraiment quelque chose lié à ma ville et aussi au Congo. Donc, la première série que j'ai faite ici à Lubumbashi, c'était pendant l'atelier, donc c'était un atelier de 10 jours, comme je l'ai dit auparavant, avec Marie-Françoise Plissard. C'est une série photo qui s'appelle Mes nouveaux plafonds, où je révisitais un peu l'architecture de la ville de Lubumbashi, abandonnée, inachevée, qui est sur 2 périodes, donc la période coloniale et la période post-coloniale. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus comment est-ce que cette architecture à l'époque coloniale ne pouvait pas être achevée, mais qui représentait quelques formes par rapport à la construction et l'histoire même de la ville de Lubumbashi. Et après l'époque coloniale, c'était plus de l'architecture qui, après, comme je peux dire, après la période de la dictature de Mobutu en 2008, où les frontières du Congo, bon, quand le Zaïre est devenu Congo, donc Kabila avait décidé d'ouvrir les frontières à plusieurs personnes qui faisaient du commerce et qui se rendaient à Dubaï, à Tanzanie et d'autres villes d'Afrique, et qui ramenaient une certaine architecture, moi je peux dire qui les inspirait de l'autre côté et qui ramenait ici à Lubumbashi, mais ça leur coûtait aussi beaucoup d'argent et la plupart des personnes ne pouvaient pas finir leur maison. Et ça m'a plus intéressé dans cette question, pas
je peux pas dire contraste, mais cette question de vide entre l'époque coloniale avec une architecture après abandonnée, inachevée, donc qui pouvait servir à quelque chose, et à tous ces gens-là, comme je peux dire, les nouveaux riches, qui voulaient aussi ramener quelque chose en montrant que nous aussi on peut créer, nous aussi on peut influencer l'environnement, mais qui n'arrivaient pas à finir leur maison. Donc pour le deuxième projet, c'est un projet qui s'appelle Empreinte. C'est plus sur les objets, donc sur les objets abandonnés, quoi. Donc ce qui m'a intéressé, c'était plus comment est-ce que l'homme, avec sa force et sa capacité de dominer un lieu, et son côté migratoire, où il laisse toujours sa présence. Je me suis intéressé aux objets qu'on pouvait trouver dans la rue, pas en général, mais plus en détail, qui pouvaient me raconter une certaine vie, une présence d'un passage d'un être humain à un endroit, à un autre. Et le troisième et quatrième projet, c'était la même année, 2012. Un projet qui s'appelle Kadogo et un autre projet qui s'appelle Une vie après la mort. Donc Kadogo, c'était un projet sur Patrice Lumumba. Non, Une vie après la mort, c'était un projet sur Patrice Lumumba où je me questionnais un peu comment une idéologie individuelle peut-elle influencer une mémoire collective. En se focalisant sur la personne de Patrice Lumumba qui a été assassiné ici au Katanga, tout le monde le sait. Dans ça, j'avais des sous-questions, à savoir en 2012, si Patrice Lumumba était vivant, que serait-il devenu riche, respecté par ce qu'il a fait pour tout ce qu'il a pu faire pour le Congo, ou à un moment riche, corrompu, comme la plupart d'hommes d'État qu'on trouve ici en Afrique, ou oublié, abandonné, décidé de laisser avec la vie politique, vivre une vie modeste. Et c'est là que je me suis focalisé sur un monsieur qui est décédé il y a 2 mois, qui s'appelait Kayembe Kilobo, qui a été influencé sur la personne de Lumumba, mais par ses idéologies, mais aussi physiquement. Mais en réalité, cette question de physique n'appartenait même pas à Lumumba, tu vois, ça venait d'une classe sociale qui a été créée pendant l'époque coloniale. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette classe sociale des évolués, et que c'était l'image même de Baudouin, les lunettes, cravates et tout. Et après, comme c'est Lumumba, excusez-moi, qui a été assassiné, et quand tout le monde tombe sur une image comme ça, on se réfère tout de suite à la personne de Patrice Lumumba. Le 4e projet s'appelle Kadogo. Et c'est un projet qui est plus lié à mon enfance, mais aussi à l'histoire qui s'est passée avec la fin de la dictature de Mobutu, quand Kabila le père est venu avec les enfants soldats. Ouais. Je suis parti d'un livre, le témoignage d'un ancien enfant soldat qui est venu avec Kabila et qui a été démobilisé, je pense, en 2001. Et où il y avait toute son histoire, donc son début, jusqu'à ce qu'il n'était plus enfant soldat. Et j'ai commencé à faire le lien, parce qu'en lisant ces livres, et ce que j'ai vu en 96-97, quand Kabila est venu ici à Lubumbashi avec les enfants soldats, les Kadogo, et c'est la même image que j'ai revue en 2012 en voyant les enfants chaque vacances qui font le plein des jeux, et sur cette question d'identité, qui peuvent se rapproprier n'importe quelle identité, mais la plupart aiment jouer aux militaires, mais dans leur tête, c'est pas des enfants soldats, mais c'est par tout ce qui sont... En fait, c'est par tout ce qui les influence, comme camp militaire, film, comme tous on était petits, chacun voulait jouer avec un pistolet en plastique, des trucs comme ça. Et pour moi, c'était la même image que j'avais revue quand Kabila était venu avec les Kadogo. Mais c'est aussi la même ambiance que j'ai revue quand j'étais aussi petit, en étant... donc chaque vacances où j'allais faire le plein de jeux. Donc j'ai essayé de faire un lien. C'est avec ces projets et le projet Une vie après la mort que j'ai commencé à travailler en diptyque. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai mis en parallèle 2 images, mais qui sont reliées à un certain point. Et le 5e projet, c'est un projet qui s'appelle Cette maison n'est pas à vendre et à vendre. Et ça a été fini en 2016.
Donc c'est un projet qui questionne la ville de Lubumbashi et la ville de São Paulo, donc au Brésil. Donc c'est pour ça que j'appelle ce projet « Cette maison n'est pas à vendre et à vendre ». Sur le côté Lubumbashi, je suis allé revisiter toutes ces maisons avec des conflits d'héritage, où on écrit dessus « Cette maison n'est pas à vendre » ou « Cette personne n'est pas à vendre », tout en se questionnant par rapport à la mémoire et la valeur de la personne qui s'est battue toute sa vie pour léguer à la famille cette maison, quoi, qui à un point est devenue objet de séparation. Il y a d'autres qui veulent la vendre, d'autres qui ne veulent pas la vendre, et qui se décident d'écrire sur leur maison, cette maison n'est pas à vendre, en peinture à huile, ça dépend de n'importe quelle couleur, et aussi revisiter l'intérieur de ces maisons, parce que pour moi, partager cette intimité-là et faire des photos d'objets, que ce soit sur le rangement, parce que je sais qu'à chaque fois, si on quitte la maison familiale, à un moment, on a toujours un lien qui nous retient là-dedans. Ça veut dire que tu peux rentrer chez tes parents aujourd'hui, il y a une chaise qui te rappelle, qui était grande quand tu étais tout petit et qui est devenue petite quand toi tu es grand, quoi. Et on peut aussi revoir la mémoire de nos parents, on peut voir une photo, on peut voir, je sais pas, un couplet que papa a utilisé ou maman a utilisé. Et pour moi, perdre ces objets-là, c'est perdre la mémoire de la personne qui a construit toute sa vie pour nous léguer ce genre d'héritage. Et nous savons tous que ici à Lubumbashi, parce que j'ai vu ces mêmes problèmes en Ouganda, au Nigeria, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, j'ai vu ces mêmes problèmes où on écrit sur des maisons « This house is not for sale ». Et donc ça donne pas de la valeur à la famille, et on s'est dit que même eux arrivent à ces points-là. Et comme j'ai revisité pas mal de pays en Afrique par rapport à cette question-là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Comment est-ce qu'eux aussi ils réfléchissent sur cette question de conflit d'héritage, que ce soit en Europe, ou je sais pas, en Asie, aux États-Unis, au Canada, un truc comme ça. Et c'est là que j'ai décidé de re-questionner ces problèmes au Brésil, parce que nous avons un lien avec le Brésil. Par rapport à l'esclavage, comment est-ce que ça se présente là-bas. Malheureusement, je n'ai pas trouvé cette question des conflits d'héritage présentée publiquement comme on le fait ici. Mais je suis allé dans une ville qui est à 1 heure de São Paulo, dans les Praia Grande. C'est une ville qui est près de la plage, où il y a aussi des vieilles maisons vendues trop chères et pour qu'on les détruise après. Mais sur ces maisons, c'était écrit 20 décès, 20 décès, 20 décès. Et donc ça m'a tout de suite donné ce lien entre Lubumbashi et le Brésil. Donc Lubumbashi, les maisons qui ne sont pas à vendre, et au Brésil, les maisons qui sont à vendre. Mais curieusement, dans le même quartier, il y a plein d'objets extérieurs. Donc ça veut dire qu'on peut trouver une chaise devant la maison, on peut trouver une télé devant la maison. Et donc ça m'a donner le lien en disant qu'à Lubumbashi, les maisons perdent la valeur avec cette écriture devant la maison qui diminue la valeur de la famille. Mais au Brésil, la maison est vendue, garde toujours la valeur, mais l'objet qui était à un moment sur cette question d'intimité perd sa valeur. Donc c'est un travail triptyque aussi où je mets en parallèle les deux villes. Je pense que ça, ce sont des projets finis. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, pour ma démarche artistique, je suis plus intéressé à la mémoire, l'héritage et l'identité. Ce sont des questions qui, chaque fois, reviennent dans ma tête. Et j'aime bien puiser dans ces questions-là pour essayer de dire quelque chose par rapport à ça. Souvent, moi, quand j'ai commencé un projet, je commence par des recherches sur les sujets. Je me trouve une thématique. Et j'essaie de voir si ces sujets-là n'ont jamais été traités ailleurs, parce qu'il y a plein de photographes dans le monde, il y a plein d'artistes aussi. Et même s'il y a une seule thématique qui a été utilisée, moi je connais un peintre de Lubumbashi qui a fait une expo ici à Lubumbashi avec le titre « Cette maison n'est pas à vendre ». Mais la démarche était tellement différente, mais moi je l'ai faite dans la photographie. Donc moi je pense que pour la mémoire, l'héritage et l'identité, c'est des points
comme j'ai dit, qui m'inspirent, mais qui peuvent aussi inspirer d'autres personnes, parce qu'on doit connaître notre identité. Notre pays a une histoire. Tu vois, nous avons l'histoire des Arabes qui sont venus dans le Maniema, nous avons les colons qui sont venus, nous avons nous-mêmes les autochtones qui étaient là avant, et nous avons l'époque coloniale avec les Belges, et nous avons la dictature. Tu vois, nous avons eu la dictature, nous avons eu toutes ces périodes-là. Donc, comment est-ce que nous, en tant que, je peux dire, jeunes d'aujourd'hui, comme moi je suis jeune, je perçois toutes ces périodes-là et où est-ce que je me situe par rapport à toutes ces périodes-là. Comment est-ce que je peux avoir toutes ces informations qui font partie de moi, qui font partie de ma culture, de mon environnement. Et c'est pour cela que dans beaucoup de mes projets, il y a toujours un côté archive qui me ramène dans le passé et le contemporain où je fais des photos qui me ramènent dans le présent. Ben, si je peux, un mode de motivation, je ne sais pas pousser les gens à faire la photographie, mais je pense que la photographie elle est intéressante parce que moi personnellement en tant que photographe congolais, je porte une certaine identité de mon pays. À chaque fois où je présente mon projet quelque part, on dit c'est le photographe congolais. Et ça me donne cette liberté de dire des choses que les autres, je sais pas, ne peuvent pas dire. Et moi je pense que les jeunes, si je peux dire les jeunes du show, les jeunes du Congo peuvent faire de la photographie, pas seulement à avoir des expos de gauche à droite, ou pas seulement avoir de l'argent, mais bon, je sais qu'un artiste doit survivre, mais je pense que ça peut les aider à écrire l'histoire de leur vie en questionnant leur pays, le monde lui-même, ou notre planète. Moi, je pense que ça peut les servir à s'exprimer autrement que prendre un micro, aller dans la rue. Je peux dire qu'une photo dans ma vie, c'est une parole, et je suis tombé amoureux de la photo. Et je ne fais que de la photographie dans ma vie et elle représente beaucoup. Elle me permet de rencontrer des gens, discuter autour des problématiques et aussi de me donner ce choix libre de dire tout ce que j'ai à dire. Nous sommes tous, mesdames, messieurs, artistes, mais à chacun son art, à chacun son talent. Et étant artiste, il faut savoir développer une pensée, il faut savoir développer des thématiques. Et la pensée de cette émission d'aujourd'hui avec l'artiste Georges Nsenga, eh ben, c'est tout simplement Kombo ya Sika. C'est ça la pensée que l'artiste va essayer de nous expliquer dans cette partie, bien évidemment. Je vous prie de regarder Georges Nsenga dans la partie pensée de l'artiste Kombo ya Sika. Cette pièce, Kombo ya Sika, vraiment, elle est imprimée en 2 éditions. Donc, elle a été exposée la première fois à la Art Fair de Cape Town en février 2018 dans le stand de Picha, parce que donc, Picha avait un stand à la Art Fair. Et puis la deuxième fois, c'était à Kinshasa, à Wallonie-Bruxelles, lors de la semaine luchoise. Et en ce moment, elle vient juste de clôturer il y a une semaine à la galerie Iman Fares de Paris, où on est en train de présenter un projet qui s'appelle On Trade-off. Ça parle sur le lithium, cobalt et tout. Et bon, j'ai eu pas mal d'échos par rapport, pour l'expo à Paris, j'étais sur place, mais pour la Cape Town Art Fair, c'est l'un des membres de Picha qui va aller présenter les pièces dans la collection de Picha. On a eu pas mal d'échos par rapport à cette exposition-là. Et aussi à Kinshasa, je ne sais pas si. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'infos par rapport à ça, mais par exemple, remettre la pièce au lieu de crime, j'ai aussi suscité pas mal d'attention. Donc, voilà.
27 avril. Donc, il y a une exposition qui va ouvrir à la Fondation A Stitching à Bruxelles. Donc c'est une exposition qui s'appelle Cette maison n'est pas à vendre, mais ça ne présente pas qu'un seul projet, ça représente, je peux dire, ça représente 5 de mes projets finis, et c'est une exposition que j'ai préparée depuis 2015 parce que souvent donc, la Fondation A elle fait 3 expos par an, mais souvent c'est avec des photographes décédés ou vieux, et ils ont décidé de faire une expo avec des photographes vivants, jeunes d'âge, et qui ont quand même un certain parcours. Et il y aura la série Cette maison n'est pas à vendre qui va être présentée, il y aura la série Vadeau, il y aura la série Une vie après la mort, mais il y aura aussi un mur avec quelques projets en cours, et ça c'est le 27 avril. Et donc pour cette année 2019, et donc avril, mai, juin, j'ai eu 3 grandes expositions. Donc la première, comme je dis, c'est Cette maison n'est pas à vendre qui est un solo, et la deuxième c'est au mois de mai, toujours à Bruxelles, mais au centre culturel, oui, c'est une expo collective. Et au mois de juin, c'est au FOMU, au musée de photographie d'Anvers. C'est un projet de collaboration entre moi et un scientifique. Donc c'est un projet sur l'Ouganda, dans le nord de l'Ouganda. Et donc l'idée de ce projet, c'est une exposition qui va être expo photo, mais aussi édition de livres, parce que quand on publie un livre, ça c'est un peu jusque-là les grands projets que j'ai en ce moment en Europe. Mais ma série photo, Cette maison n'est pas à vendre, va être présentée au mois d'octobre à la Biennale Rio Brésil de São Paulo. C'est aussi un grand festival qui a sa édition déjà. C'est un grand festival à São Paulo qui invite pas mal d'artistes alternatifs. Jusque-là, c'est ce que j'ai jusqu'au mois d'octobre. Souvent c'est par email, parce que comme je suis entre le Congo, je peux dire entre le Congo et le monde, c'est ce que j'aime bien dire. Et vous pouvez m'envoyer un email georgesenga@gmail.com, Georges avec un S et le S de Georges, Réli Senga, puis @gmail.com. C'est donc la fin de cette émission Touchard sur HK6 Télévision. Merci mesdames, merci messieurs de nous avoir suivis avec une attention tout à fait soutenue. Le prochain numéro, ça sera la semaine prochaine sur la même télévision avec la même performance. Merci de nous avoir suivis et restez sur HK6 Télévision.